Bonjour, ceci est la leçon 13 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans les leçons précédentes que dans les pays occidentaux en voie de démocratisation au cours du XIXe siècle, les institutions politiques centrales se répartissent en deux modèles. Le régime parlementaire, qui existe en Grande-Bretagne, qui est le pays où a été inventé ce régime politique, mais aussi la France entre 1830 et 1848, la Belgique à partir de 1831, et plus tard dans le siècle, plusieurs petites monarchies européennes. Et le deuxième modèle, c'est le régime présidentiel qui existe aux États-Unis à partir de l'indépendance, dans plusieurs pays d'Amérique latine et en France entre 1848 et 1852. Il y a un pays en Occident qui a un régime lui aussi en voie de démocratisation, mais dont la forme du régime est très différente de ces deux modèles, c'est la Suisse. Nous allons dans la présente leçon parler d'abord du régime politique de ce pays, qui a trois caractéristiques fondamentales. C'est un régime fédéral, il comporte des éléments de démocratie directe qui, jusqu'à aujourd'hui, sont beaucoup plus importants dans le fonctionnement politique de ce pays que n'importe où ailleurs dans le monde. Et il a un gouvernement de type directorial, j'expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Il faut d'abord que nous parlions de l'origine de ce régime politique. Avant le XIXe siècle, la Suisse est seulement une alliance entre des petites républiques qui s'appellent des cantons, et ça n'a aucun gouvernement central. L'origine de cette alliance entre des cantons est très ancienne. Elle commence au XIIIe siècle, lorsque trois cantons ruraux et alpestres, le canton de Schwyz, le canton de Uri et le canton d'Unterwald, forment une alliance entre eux. Ensuite, d'autres cantons vont se joindre à cette alliance, des cantons souvent plus urbanisés et plus peuplés, et la Suisse devient une confédération, donc d'abord de 8 petites républiques indépendantes, dont l'alliance permanente leur permet de préserver leur indépendance face aux royaumes voisins. La menace a d'abord été l'Autriche, il a fallu devenir indépendant par rapport à la monarchie des Habsbourg qui gouvernait en Autriche. Ces petits cantons vont créer un système d'armées de citoyens, d'armées de milices qui deviennent extrêmement puissantes et tout à fait capables de préserver l'indépendance des différents cantons face aux monarchies voisines. L'autre monarchie dangereuse, c'est la France, bien sûr, qui est plus à l'ouest. Il y a une analogie avec Athènes de l'Antiquité. Les systèmes semi-démocratiques où la citoyenneté est liée au fait d'être soldat, d'être les défenseurs de l'indépendance de la cité. Il y a une différence très importante entre les cantons suisses et la République athénienne, c'est que la République athénienne, elle est devenue impérialiste, elle a voulu devenir très très puissante et se soumettre des cités qui étaient des alliés, donc elle a voulu faire des sujets d'une certaine façon, ce qui va conduire à la guerre du Péloponnèse et à la perte d'indépendance par Athènes et par les autres cités grecques face à la Macédoine. Dans le cas des cantons suisses, ceux-ci ne vont pas devenir impérialistes vis-à-vis du reste du monde. Ils vont l'être un tout petit peu dans leur espace propre, là,
entre les Alpes, le Jura et le Rhin. Ensuite, le savoir-faire militaire des Suisses va être utilisé pour obtenir des revenus, et énormément de soldats suisses vont devenir mercenaires dans les différentes armées européennes. Dans les différentes armées européennes au XVIIIe siècle, il y a des Suisses partout, dans les armées professionnelles des monarchies européennes, y compris dans celle de l'Angleterre. Haldimand, qui était un des généraux de l'armée britannique, qui joue un rôle dans l'administration du Canada après la conquête anglaise, était un Suisse combattant dans l'armée britannique, qui avait atteint un rang très élevé dans l'armée britannique. Donc la puissance militaire locale, le fait de ne pas se lancer dans des aventures impérialistes va permettre aux cantons suisses de préserver leur indépendance. Cette confédération de cantons n'a aucun gouvernement commun permanent. Et il y a même un certain nombre de petites guerres entre les cantons eux-mêmes, notamment au XVIe siècle, certains cantons deviennent protestants, d'autres restent catholiques, et ça entraîne, dans le cadre des guerres de religion qui ont lieu aussi en Allemagne et en France, les guerres de religion, elles ont lieu aussi en Suisse, et elles opposent les milices de certains cantons contre d'autres cantons. Les trois cantons primitifs, qui sont très peu peuplés, pratiquent des formes de démocratie directe, certaines décisions étant prises par l'Assemblée des citoyens qui doivent se réunir avec l'épée au côté. La citoyenneté et le fait d'être soldat sont très étroitement liés, comme à Athènes dans l'Antiquité, mais ces cantons suisses sont beaucoup moins peuplés que la cité d'Athènes. Il n'y a probablement pas plus d'1 millier de citoyens dans la plupart d'entre eux. Dans les cantons plus peuplés, comme le canton de Berne ou le canton de Zurich, dans lesquels il y a une ville assez importante, ce sont des républiques, là aussi, mais des républiques aristocratiques qui ressemblent plus à Venise qu'à Athènes de l'Antiquité. En outre, une partie du territoire qui constitue le territoire de la Suisse d'aujourd'hui n'est pas organisé en cantons. C'est-à-dire les cantons, qui sont les puissances dominantes dans cet espace, ont établi leur souveraineté sur des territoires qu'ils n'ont pas annexés au canton ou qu'ils n'ont pas constitués en canton. C'est organisé dans ce que l'on appelle des bailliages en Suisse jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des territoires gouvernés par des baillis qui sont nommés par les cantons. Les habitants de ces territoires sont des sujets mais ne sont pas des citoyens. D'une certaine façon, la Suisse jusqu'au XVIIIe siècle est un phénomène curieux de féodalisme républicain. La structure interne des relations à l'intérieur de ce territoire ressemble beaucoup à ce qu'étaient les structures féodales dans le reste de l'Europe, dont nous avons déjà parlé, avec cette différence qu'au lieu d'avoir des seigneurs héréditaires qui gouvernent les différents fiefs, il y a des structures républicaines qui sont à la tête de cette structure féodale. La Révolution française va avoir des conséquences très importantes en Suisse. Les armées républicaines envahissent la Suisse comme les autres pays. La supériorité militaire de l'armée de milice des cantons suisses cesse de fonctionner parce que les armées républicaines, elles aussi, sont des armées de citoyens et le nombre est évidemment du côté des Français. La République en France va établir une république helvétique unitaire, supprimer le système des cantons. Sous le consulat, Bonaparte, lorsqu'il est devenu le chef du gouvernement en France, Bonaparte va
réorganiser la Suisse de façon un petit peu plus raisonnable en faisant une fédération de 19 cantons avec une structure fédérale, avec un gouvernement central, ce qui n'existait pas avant l'invasion par les Français pendant les guerres de la Révolution. Le système, c'était une alliance militaire très étroite et permanente entre des cantons. C'était une entente entre ces cantons pour administrer ces fameux bailliages qui étaient du territoire qui n'était pas cantonal, mais qui était quand même sous la souveraineté de cette organisation politique curieuse. En 1814-1815, Napoléon est vaincu, il n'est pas question de maintenir les structures politiques établies par Napoléon, et les vainqueurs de la France et de Napoléon au congrès de Vienne vont traiter les cantons suisses comme des États souverains, finalement, qui ont entre eux des relations confédérales, qui sont unis entre eux par une entente de confédération. Notamment, cette confédération va avoir une armée commune. C'est à peu près la seule structure vraiment commune. Il n'y a pas encore de monnaie commune. Il y a des droits de douane entre les cantons. Il n'y a pas vraiment de gouvernement commun. Il y a une diète qui est une délégation d'ambassadeurs envoyés par les différents cantons, qui sont maintenant 22, qui se réunissent périodiquement pour coordonner la politique des cantons entre eux. Donc il y a effectivement une Suisse, mais une Suisse qui n'est pas encore un État avec un gouvernement central commun. En 1847, une petite guerre, la dernière guerre interne de la Suisse, il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire, une petite guerre a lieu qui oppose 6 cantons catholiques aux autres cantons. Cette guerre, elle dure très peu de temps, elle dure 1 mois. L'armée, qu'on appelle déjà fédérale, même si la Suisse n'est pas encore une fédération, l'armée va rétablir la situation très très vite, et les cantons vaincus vont être réintégrés dans le système, et les Suisses décident d'adopter une constitution et de créer un gouvernement central fédéral. Et donc la constitution, qui est encore celle de la Suisse d'aujourd'hui, est établie à partir de 1848. Il n'y a vraiment un État suisse que depuis 1848. Ce qu'il y avait avant, c'était une structure complexe, très décentralisée, qu'on appelait une confédération. C'était le terme le plus commode. Ici, il faut que je parle un tout petit peu de l'utilisation des mots. Le mot confédération n'a pas de sens précis. Beaucoup d'entités politiques peu centralisées se sont appelées des confédérations au cours de l'histoire. Au début du XIXe siècle, il y a une confédération germanique, par exemple, au nord de la Suisse, confédération germanique qui comprend un très grand nombre d'États, dont 2 États importants, la Prusse au nord, l'Autriche au sud, qui ont là aussi une diète qui se réunit pour essayer de coordonner les États entre eux. En pratique, ils se coordonnent très très peu, et ils vont même se faire la guerre, puisque en 1866, la Prusse fait la guerre à l'Autriche et à la plupart des autres États allemands, gagne contre l'Autriche, ce qui va permettre à la Prusse d'unifier l'Allemagne. À partir de 1871, il y a un empire allemand qui est un État fédéral, c'est-à-dire pas seulement une alliance permanente entre des États qui coopèrent entre eux, avec des structures très très lâches de coopération, mais un État fédéral avec un gouvernement fédéral à Berlin et un gouvernement de la Prusse à Berlin qui continue à exister, et puis les gouvernements des différents États. Et l'Autriche qui a été
expulsés de la Confédération pour pouvoir créer cet empire allemand. Donc en 1848, la Suisse devient une fédération, c'est-à-dire ça a un sens plus précis. Je vous rappelle la définition que nous avons déjà rencontrée lorsque nous avons parlé des États-Unis. Une fédération, c'est un régime politique où existent deux niveaux de gouvernement dont les compétences sont définies dans une constitution qu'un des deux niveaux de gouvernement ne peut pas modifier par sa propre décision. Il y a vraiment un gouvernement fédéral, central, en Suisse, à partir de 1848. Mais on continue à parler de confédération helvétique. Et le fait qu'on appelle ça la confédération helvétique, ça ne veut pas dire que c'est une confédération. C'est une fédération. Donc, méfiez-vous du mot confédération, qui n'a pas de sens précis. Le mot fédération a un sens moins imprécis ou presque précis, et effectivement, la Suisse devient un régime fédéral au sens de la définition que je viens de vous donner, et les constituants de 1848 en Suisse prennent très explicitement le modèle des États-Unis pour définir leur structure. Alors, comment fonctionne cet État fédéral depuis 1848? Il y a deux assemblées parlementaires, une assemblée qu'on appelle le Conseil national, qui est élu par les citoyens. Aujourd'hui, ce Conseil national, il a 200 membres. Et il y a un Conseil des États qui est une assemblée fédérale, qui est quelque chose qui ressemble un peu dans son principe au Sénat des États-Unis. Dans les conseils des États, les cantons ont chacun 2 délégués. Donc il y a aujourd'hui 46 élus dans le Conseil des États. Au début, après 1848, ils étaient élus par les assemblées des cantons. Aujourd'hui, ils sont élus par les citoyens des cantons. Donc ça ressemble au Sénat des États-Unis. Ces deux assemblées, donc une assemblée de 200 membres et une assemblée de 46 membres, ils ont des pouvoirs égaux, ce qui, bien sûr, favorise le poids dans les décisions des habitants des petits cantons. Il y a des cantons, le canton de Zurich qui est le plus peuplé, à 1 200 000 habitants, le demi-canton d'Appenzell, il y a 6 demi-cantons qui comptent pour 3 cantons pour la représentation au Conseil des États, mais qui en fait sont des cantons. Oublions le détail des demi-cantons. Le demi-canton le moins peuplé à 15 000 habitants, ce qui est presque 100 fois moins que le canton de Zurich. Et les 12 cantons, donc sur les 23 ou 26 cantons, les 26 cantons et demi-cantons, qui aujourd'hui constituent la fédération, les 12 les moins peuplés ont moins de 15% de la population totale et ils ont la majorité absolue au Conseil des États. Conseil des États qui a le même pouvoir législatif que le Conseil national, c'est-à-dire que toutes les lois doivent être votées par les deux assemblées. Le pouvoir exécutif est exercé par un conseil fédéral de 7 membres qui sont élus par l'Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale, c'est la réunion commune du Conseil national et du Conseil des États. Il faut faire attention au vocabulaire. Quand on discute des institutions de la Suisse, le Conseil fédéral, c'est le gouvernement, ce sont les ministres, c'est l'exécutif, et ils sont 7. Le Conseil national, c'est le Parlement, et ils sont 200, élus par la population. Et le Conseil des États, c'est le Sénat fédéral, c'est l'équivalent d'un Sénat fédéral dans le cas des États-Unis, et ils sont
46. En 1848, la Constitution attribuait à la Fédération un certain nombre de pouvoirs, l'armée, la poste, la monnaie, les douanes. Avant 1848, il y avait des droits de douane dans les échanges entre certains cantons suisses. Bon, c'est fini, il va y avoir une monnaie commune, il va y avoir une politique douanière commune vis-à-vis du monde extérieur. Avec le temps, les compétences fédérales ont beaucoup augmenté. Les Suisses se sont rendus compte qu'il y a énormément de choses qui ne peuvent pas être réglées au niveau des cantons, surtout les cantons les moins peuplés. Il y a plusieurs cantons qui ont moins de 40 000 habitants, qui donc sont l'équivalent de grosses municipalités, même s'ils ont des compétences politiques qui sont plus grandes que celles qu'ont d'habitude les municipalités. Il y a aussi des municipalités à l'intérieur des cantons, bien sûr. Alors, la Constitution suisse de 1848, comme la Constitution américaine, attribuait aux cantons tous les pouvoirs qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution, les pouvoirs qu'on appelle souvent résiduaires. Ce qui reste, ça a l'air minable, mais en fait c'est très important. Le niveau de décision le plus important, c'est celui qui a tous les pouvoirs, sauf ceux qui sont attribués à l'autre. Parce que les nouveaux problèmes qui se posent, c'est de la compétence des cantons. Bien sûr, beaucoup des problèmes qui sont apparus, les chemins de fer, l'énergie hydraulique, tout ça est devenu, il a fallu que ça soit de compétence fédérale, évidemment, ça ne pouvait pas être réglé au niveau des cantons. Et donc, il y a eu dans l'histoire de la Suisse un nombre assez important de réformes constitutionnelles qui ont été faites toujours pour augmenter les compétences du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a pris de plus en plus d'importance avec le temps et ça n'a pas été très difficile à faire parce qu'il y a en Suisse une procédure de révision constitutionnelle qui est, je crois, plus intelligente parce que moins difficile à faire fonctionner que celle des États-Unis ou surtout celle du Canada aujourd'hui. Quelle est cette procédure? Pour faire une réforme constitutionnelle en Suisse, il faut que la réforme soit votée par les deux assemblées fédérales, le Conseil national et le Conseil des États, et il faut que ça soit ensuite confirmé par un référendum de l'ensemble de la population. Et dans ce référendum, il doit y avoir une majorité de citoyens qui se prononcent en faveur de la réforme et une majorité des cantons s'exprimant par le vote des citoyens et non pas par la décision de leur gouvernement, de leur assemblée. Et c'est la différence avec la procédure américaine ou canadienne. Aux États-Unis, pour faire une révision constitutionnelle, il faut le vote d'une majorité qualifiée d'États, mais pas la population des États, leur gouvernement. Et ces gouvernements, bien sûr, veulent, dans le cas des petits États moins peuplés, qui ont un poids démesuré dans le Sénat, comme les petits cantons en Suisse ont un pouvoir démesuré dans le Conseil des États. Mais ce ne sont pas les gouvernements des cantons dont on a besoin du consentement pour changer la Constitution. C'est seulement la population des cantons. Et la population des petits cantons peut parfaitement comprendre qu'il est souhaitable que certaines choses soient confiées à l'État fédéral parce qu'il est le seul qui peut le faire convenablement et qu'il prenne des décisions qui déplaisent à leurs propres élus dans le canton qui préféreraient conserver certaines compétences ou qui voudraient, comme c'est la situation au Canada, pas la raison pour laquelle on ne peut jamais faire de révision constitutionnelle au Canada, parce qu'il faut soit une majorité qualifiée des gouvernements des provinces, soit l'unanimité des gouvernements des provinces. Si on veut faire une révision constitutionnelle, il y aura toujours une ou deux provinces là qui ont une concession qu'ils veulent obtenir des autres et qui vont mettre comme condition à leur consentement l'acceptation par les autres
de leurs préférences personnelles, enfin, préférences de leur propre gouvernement, que ce soit Terre-Neuve, le Québec ou d'autres, qui ont toujours un sujet de revendication là qu'il faut rajouter dans la Constitution. On a vu ça au début des années 90, quand des tentatives de révision de l'ensemble de la Constitution la Constitution du Canada. Donc, faire voter les gens dans la population pour faire une révision constitutionnelle, si on a une révision constitutionnelle qui est bien faite par les assemblées fédérales et qui sont dont la justification est raisonnable, qu'on peut expliquer à une majorité de gens, on peut avoir une double majorité dans un référendum constitutionnel en Suisse, une majorité de l'ensemble de la population, y compris une majorité de cantons, ce qui permet aux habitants des petits cantons de penser que les choses ne vont pas leur être imposées complètement, même s'ils s'y opposent de façon catégorique. Enfin, et je vais y revenir plus tard, une réforme constitutionnelle peut être faite en Suisse si elle est proposée par la population et non pas par les assemblées fédérales. S'il y a une pétition avec un nombre suffisant de signatures qui propose une révision constitutionnelle, on doit organiser un référendum pour adopter cette révision constitutionnelle. C'est un des cas de procédure de démocratie directe, qui est l'autre spécificité du régime politique de la Suisse et dont je vais parler maintenant. Voilà. Il continue à y avoir un tout petit peu de démocratie vraiment directe, c'est-à-dire de petits cantons peu peuplés, qui ont tous moins de 40 000 habitants, dans lesquels certaines décisions sont prises par l'Assemblée des citoyens, qui se réunit sur la place du chef-lieu du canton. C'est l'équivalent de municipalité. Ce n'est pas complètement inconcevable que certaines décisions qui doivent être prises au niveau des municipalités soient prises par des assemblées directes ouvertes à tous les citoyens. Et tous les cantons utilisent des référendums. La démocratie directe, dans les petites communautés, ça peut vouloir dire, comme à Athènes, qui était déjà une très grosse communauté, une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, enfin une cité de plusieurs centaines de milliers d'habitants, avec des dizaines de milliers de citoyens. C'était déjà très difficile à faire fonctionner à Athènes, et ça ne fonctionnait vraiment que parce que la majorité des citoyens ne venaient pas. Lorsqu'il y avait des assemblées sur l'agora, les petits cantons suisses qui font encore un peu de démocratie directe sont beaucoup moins peuplés que l'était la cité d'Athènes de l'Antiquité, donc c'est un peu moins difficile. Et dans tous les cantons, même les cantons les plus peuplés, il y a 2 cantons donc, qui ont plus d'1 million d'habitants, le canton de Berne et le canton de Zurich, il y en a d'autres qui en ont des centaines de milliers. Là, on fait beaucoup de référendums cantonaux à l'intérieur des cantons, toute une série de décisions qui doivent être confirmées par les citoyens sous forme de référendum. Ce qui est la seule forme praticable de démocratie directe à partir du moment où on a des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées, des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. On ne peut plus faire de la démocratie directe dans laquelle on réunit tout le monde sur la place du village pour débattre et voter les décisions. Enfin, le référendum, il est utilisé très fréquemment au niveau fédéral. Alors, il y a 3 sortes de référendums en Suisse. Il y a le référendum obligatoire pour adopter une réforme constitutionnelle. Le Parlement fédéral, l'Assemblée fédérale, pour employer le terme suisse, c'est-à-dire les 2 conseils, Conseil national et Conseil des États, ne peuvent pas réformer la Constitution tout seuls. Ça ne serait plus un État fédéral. Il faut que cette révision constitutionnelle soit adoptée par référendum par l'ensemble de la population avec, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 majorités, une majorité des citoyens du pays et une majorité des cantons
s'exprimant par le vote des citoyens, et non pas par la décision de l'Assemblée de ces cantons. Il y a le référendum d'initiative populaire par pétition pour faire une réforme constitutionnelle, qui est donc proposée par des citoyens. Groupe de citoyens peuvent se dire ça serait bien de changer la Constitution de telle ou telle façon. On propose une révision constitutionnelle. On fait signer un nombre suffisant de nos concitoyens, il en faut beaucoup, pour que l'État fédéral soit obligé d'organiser un référendum pour savoir si on adopte cette révision constitutionnelle. Enfin, il y a la possibilité de faire là aussi un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire là aussi demandé par une pétition de citoyens pour confirmer une loi qui a été votée par les deux conseils fédéraux. Alors, en pratique, on ne peut pas proposer une loi. On peut demander que la loi soit confirmée par référendum. En pratique, ceux qui demandent ce genre de choses, c'est évidemment les gens qui sont opposés à la loi et qui espèrent que le référendum va annuler la loi. Alors, ces référendums qu'on appelle des votations en Suisse, ils sont fréquents et donnent bien plus souvent, 9 fois sur 10, quand il y a un référendum en Suisse, la réponse est négative. La participation des citoyens est faible et le résultat est négatif parce que l'enjeu du référendum, il semble évident à la majorité des gens que ce n'est pas une bonne idée de faire ce référendum. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des référendums auxquels les gens répondent positivement, c'est-à-dire acceptent une révision constitutionnelle ou acceptent d'annuler une loi qui a été votée par le Parlement, une décision. Quelquefois, il y a les accords internationaux de la Suisse qui sont soumis à ce type de vote par référendum, certains cas où les citoyens ont refusé ce qui avait été proposé par les assemblées fédérales. Alors, en fait, les référendums décident peu de choses. Il est rare qu'ils soient à l'origine d'une décision, mais ils ont un effet très important sur le fonctionnement du système politique. Pour l'expliquer, il faut que je parle de la troisième caractéristique de ce régime politique, le fait d'être directorial. Alors, il y a eu en France un directoire qui a gouverné la France entre 1795 et 1799, dans lequel le pouvoir exécutif était exercé par 5 directeurs, d'où l'appellation de régime directorial. Les constituants suisses de 1848 connaissaient ce précédent et l'ont imité dans une certaine mesure, et que ce qu'ils ont fait, je crois, assez différent de ce qui a très mal fonctionné en France et qui fonctionne au contraire de façon assez remarquable en Suisse. Alors, l'idée, c'est d'être gouverné de manière collégiale par plusieurs personnes qui doivent s'entendre entre elles, dans lequel il n'y a aucun chef qui peut imposer sa volonté aux autres. Alors, le Conseil fédéral en Suisse, il est constitué de 7 membres. 7 membres qui sont égaux. L'un d'entre eux exerce la fonction de chef d'État protocolaire pendant 1 an. Nous avons vu en 2021 une réunion du président des États-Unis et du président de la Russie qui se sont rencontrés en Suisse et qui ont été reçus par un monsieur Parmelin. Monsieur Parmelin est un des 7 membres du Conseil fédéral suisse qui exerçait à ce moment-là la fonction de chef d'État protocolaire. Ce n'est plus lui. Je n'ai même pas vérifié qui l'a remplacé. Il n'a pas d'importance, sauf pour ça, pour remplir des fonctions protocolaires, pour recevoir les ambassadeurs des pays étrangers qui devaient être accrédités auprès du chef d'État.
il faut qu'il y ait un chef d'État en Suisse. Alors il y a ce chef d'État qui change tous les ans. Ça n'est pas un privilège pour celui qui l'exerce, c'est plutôt une corvée. Pas les 6 autres en mettent un pour faire le boulot embêtant. Ça n'est ni un président de la République au sens américain, au sens français, ni un premier ministre au sens canadien. C'est pas du tout le chef du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est vraiment constitué de 7 égaux. Ils sont élus individuellement et au scrutin secret par l'Assemblée fédérale. Le fait qu'ils soient élus au scrutin secret, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Pas que les députés au Conseil national ou au Conseil des États qui votent pour élire les membres du Conseil fédéral, qu'ils ne soient pas obligés de dire à leurs électeurs pour qui ils ont voté. C'est un vote au scrutin secret, mais ça ne donne pas de catastrophe en Suisse. Ils sont élus un par un. Ils ne sont pas une équipe choisie par un chef. Ce n'est pas comme chez nous, on a un premier ministre, puis le premier ministre choisit des ministres, et puis demande au gouverneur général de nommer les ministres. Ce ne sont même pas des gens qui se choisissent entre eux. Il y a certainement énormément de conversations avant le vote qui a lieu tous les 4 ans par l'Assemblée fédérale, avant l'élection la réélection des membres du Conseil fédéral. Ils sont très souvent réélus. Beaucoup de membres du Conseil fédéral restent là pendant longtemps. Avant d'élire un nouveau membre, quand quelqu'un est parti pour une raison ou pour une autre, il est probable qu'ils discutent entre eux, y compris peut-être avec les membres sortants du Conseil fédéral, qui peuvent peut-être dire à leurs collègues au Conseil, vous savez, il y en a un là parmi nous qui est vraiment un problème, il vaudrait mieux mettre quelqu'un d'autre. Les élections se font en faisant des dosages entre les partis politiques, en faisant des dosages entre les régions linguistiques. Il faut un peu de germanophone, un peu de francophone. Ils sont chacun responsables d'un département ministériel. Donc il y a 7 ministères en Suisse qui font tout le boulot. Et se réunissent une fois par semaine pour se coordonner entre eux. Ils sont rééligibles tous les 4 ans, mais restent en poste assez longtemps. Ils peuvent changer de ministère au cours de leur carrière de conseiller fédéral. L'usage s'est établi au cours du 19e siècle. Le Conseil fédéral, il a été créé par la Constitution de 1848, mais ça a pris du temps pour que les Suisses apprennent comment utiliser cette institution. Et en fait, les membres du Conseil fédéral sont pris dans la majorité des partis qui siègent au Conseil national. L'idée, c'est d'avoir un gouvernement qui est vraiment collégial. Il n'y a pas un chef qui peut imposer sa volonté aux autres. Quand ils prennent une décision, ils doivent se mettre d'accord entre eux. La plupart du temps, chacun laisse ses collègues faire ce qu'il croit bon dans son ministère. Mais dans certains cas, ça peut poser des problèmes pour ce que gère un autre dans un ministère. Donc, ils ont l'obligation de se coordonner entre eux. Et quand ils proposent des lois au Conseil pour l'adoption, au Conseil fédéral et au Conseil national et au Conseil des États, ils doivent être d'accord entre eux pour proposer ces lois. Alors, je pense que c'est excellent. Pas que le gouvernement par un groupe, c'est beaucoup mieux que le gouvernement par une personne, parce que la possibilité pour quelqu'un de cacher complètement ses intentions, la possibilité de faire tout autre chose que ce qu'on s'était engagé à faire, est beaucoup moins grande si les décisions doivent être prises de façon vraiment collégiale. Un collège de 7 personnes est finalement plus prévisible pour les députés et pour la population et plus fiable qu'un homme
comme un président des États-Unis, qui est le détenteur de tout le pouvoir exécutif, ou un premier ministre canadien, qui se comporte de plus en plus comme si c'était lui qui était le véritable détenteur du pouvoir exécutif et que les autres ministres agissent par délégation de lui et qu'il les garde comme ministres aussi longtemps qu'il veut, puis que s'il veut les faire démissionner, les remplacer par d'autres, il peut faire ça quand il veut. L'autre avantage du système du Conseil fédéral suisse, de cet exécutif collégial, c'est que ça empêche complètement les gouvernants de devenir des vedettes. Et le fait que pour jouer un rôle politique aujourd'hui dans un pays comme les États-Unis, comme le Canada ou comme la France, il faut devenir une sorte de vedette médiatique, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Les membres du Conseil fédéral, ils sont discrets, ils n'ont pas fait campagne pour devenir membre, on n'est pas candidat pour devenir membre du Conseil fédéral en Suisse, on est élu par l'Assemblée au scrutin secret, sans qu'il y ait de campagne en faveur d'un tel ou un tel, ou seulement par bouche à oreille entre les députés qui se parlent pour se coordonner entre eux. Alors, ce régime politique, il a une performance, quand on le regarde aujourd'hui, qui est extraordinaire. Vous avez là un pays, la Suisse, où il y a deux religions, les catholiques et les protestants, qui se sont battus entre eux très souvent, y compris au milieu du XIXe siècle, nous l'avons vu. Il y a 3 langues, même 4, l'allemand qui est majoritaire, le français qui est la deuxième langue la plus nombreuse, l'italien qui est beaucoup moins nombreux, et le romanche, une 4e langue qui est parlée par quelques milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes dans le canton des Grisons. Ce régime politique, il assure la paix civile, il permet de la liberté individuelle, un niveau de liberté individuelle qui est remarquable en Suisse. La prospérité économique de ce pays aujourd'hui, qui était assez pauvre au XIXe siècle, c'était pas du tout spécialement riche, la Suisse pendant longtemps, ça l'est devenu au cours du XXe siècle. Il n'y a pas de contestation de légitimité du régime en Suisse, et la Suisse est passée à travers les 2 guerres mondiales, est arrivé à préserver sa neutralité pendant les 2 guerres mondiales, alors que tous les voisins étaient en train de se battre entre eux, et ça n'était pas facile du tout. Ça prenait une armée de milices sérieuses, une solidarité des citoyens entre eux, une des choses que je trouve extrêmement remarquable, par exemple, c'est que Hitler, qui considérait que tous les gens parlant allemand étaient de ce fait membres de la race supérieure et devaient être réunis dans le grand Reich allemand, il y a 70% de la population de la Suisse qui parle allemand. Et Hitler n'a jamais essayé d'annexer la partie parlant allemand de la Suisse. La Suisse est arrivée à avoir une politique, une posture militaire d'une part, que ce n'était pas si facile à envahir, parce que c'était bien défendu, et une politique une diplomatie et une politique économique extrêmement intelligente pour rester en dehors de ces 2 guerres. Donc ce régime politique, il est très efficace, il a probablement un défaut qui est le conservatisme, et il a un défaut qui est, je crois, un avantage, c'est que la politique est très ennuyeuse en Suisse. La politique n'est pas du tout un spectacle intéressant. Beaucoup de gens voudraient que la politique soit un spectacle intéressant. Ils disent la politique c'est ennuyeux, c'est moche, on n'a pas de raison de voter. Je pense que la politique est là pour gérer les choses raisonnablement. Elle n'est pas là pour faire un spectacle intéressant pour les citoyens. Et le régime suisse, effectivement, ça donne pas un spectacle politique intéressant, mais ça donne une des gestions d'une société qui est assez compliquée, étant donné la composition de la population à l'interne, et qui est passée au cours du XXe siècle, au moins dans la période des 2 guerres, dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement dangereuses, qui sont arrivées à être gouvernées d'une façon pour maîtriser ces situations-là, de façon extrêmement efficace. Quel est le secret de cette réussite? C'est ce que les Suisses appellent
la démocratie de concordance. C'est l'expression que les Suisses francophones utilisent pour décrire ce système. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil fédéral, et c'est depuis le 19e siècle qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait faire ça. Je vous décris la situation aujourd'hui. Le Conseil fédéral aujourd'hui est formé de 7 membres qui proviennent de 4 partis politiques. Et ces 4 partis politiques occupent 154 des 200 sièges du Conseil national. Donc les 3/4 des députés appartiennent aux partis politiques qui contribuent au Conseil fédéral. Le Conseil national, il est élu à la représentation proportionnelle. Je reviendrai plus tard sur cette notion, c'est très important, quand je parlerai des modes de scrutin. Ce qui veut dire que les 3/4 des députés ont été élus par environ les 3/4 des citoyens de la Suisse. Et par conséquent, le Conseil fédéral, ce n'est pas du tout un gouvernement comme un gouvernement parlementaire aujourd'hui au Canada, qui s'appuie sur une majorité de députés qui ont été élus par seulement une minorité des citoyens qui ont voté. Et quand le gouvernement s'appuie sur une majorité de députés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais même quand il s'appuie sur une majorité de députés, cette majorité, elle est toujours élue par moins de la moitié des citoyens qui ont voté, et en fait par beaucoup moins de la moitié des citoyens tout court. Donc, il y a l'idée en Suisse que pour être bien gouverné, il faut prendre des décisions, faire des lois qui soient acceptables, pas seulement par la majorité des citoyens, mais par le plus possible d'entre eux. De prendre des décisions qui soient pas complètement consensuelles, on n'y arrive jamais, mais qui se rapprochent du consensus. L'idée simpliste que j'entends exprimer souvent, pas que la démocratie, c'est la loi de la majorité. On a 50% plus 1, donc on a le droit de faire telle ou telle chose. C'est très très éloigné de la conception que les Suisses ont de la démocratie. La démocratie, c'est gouverner un pays de la façon la plus acceptable possible par le plus grand nombre possible de citoyens. La façon dont est constitué le Conseil fédéral, la façon dont il gouverne, contribue à ça. Et les référendums contribuent à cela aussi. Les référendums, notamment les référendums d'initiative populaire, qui donnent presque toujours des résultats négatifs. À quoi servent-ils? Ils servent à obliger les politiciens à adopter des lois qui ne risquent pas d'être contestées par la population. Avant d'adopter une loi en Suisse, très souvent, les membres du Conseil fédéral ou certains députés du Conseil national consultent les organisations qui sont concernées par le projet de loi. Si on fait une loi concernant les conditions du travail, on va consulter les syndicats ouvriers. Si on fait une loi sur les règles du commerce, on va consulter les associations de commerçants. Parce qu'on sait que pour réunir une pétition pour demander un référendum, il faut avoir une organisation. Ce n'est pas un citoyen tout seul dans son coin qui se dit « je ne suis pas d'accord avec cette loi, donc je vais demander un référendum ». Il n'y arrivera jamais. Il faut avoir une structure pour réunir le nombre suffisant de signatures pour déclencher un référendum. Et donc les législateurs qui font une loi dans un domaine, ils savent que ce sont les organisations concernées par le domaine dans lequel ils font la loi qui risquent de réunir une pétition pour annuler leur loi. Alors ils parlent avec eux et ils font une loi qui ne déplaît pas trop aux gens concernés. Vous avez ce type de législation, ce type de gouvernement qui s'arrange tout le temps pour satisfaire le plus grand nombre de gens possible. Et donc, les référendums, ils ne décident jamais rien, mais ils sont extrêmement importants pour obliger les législateurs
à tenir compte de beaucoup plus que la moitié de la population, pour être sûr de ne pas avoir de problème de référendum qui viennent annuler leurs décisions. Je pense que c'est une utilisation du référendum, y compris du référendum d'initiative populaire. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'on devrait pouvoir demander un référendum sur n'importe quel sujet, à condition d'avoir suffisamment de signatures dans la population. Je pense qu'il y a énormément de projets de loi. C'est complètement impossible d'élaborer des projets de loi d'une pareille façon. En revanche, donner aux citoyens le droit d'annuler une loi qui a été faite par le Parlement. Ça peut être une bonne idée pour obliger les parlements à faire attention à l'ensemble du plus grand nombre de gens possible dans la population lorsqu'ils font leur législation. Alors, je crois que c'est un régime qui n'est pas parfait, mais très exemplaire, qui ne correspond à aucun des deux modèles, ni présidentiel, ni parlementaire. On a souvent proposé de limiter. À chaque fois qu'on a un conflit grave à l'intérieur d'un pays, on dit qu'il faudrait en faire la Suisse. On voudrait faire la Suisse du Moyen-Orient avec le Liban. On voudrait faire la Suisse des Balkans avec la Bosnie-Herzégovine à un certain moment, parce qu'il y a ce problème de cohabitation entre des religions et des langues différentes. Et que donc, puisque les Suisses sont arrivés à faire ça, on devrait essayer de faire la même chose. Alors, les institutions suisses, elles sont admirables. Elles sont le produit d'une évolution très très longue. Elles sont, je crois, une réussite remarquable. C'est utile pour nous de comprendre qu'est-ce qui a fait cette réussite. Il y a peut-être des choses qu'on peut imiter, notamment le référendum d'initiative populaire, non pas pour adopter des lois, mais pour les annuler, pour empêcher le Parlement d'adopter certaines lois ou pour bloquer certaines lois adoptées par le Parlement. Ça peut être une bonne institution. Il y a des choses qu'on peut reprendre dans le système de la Suisse. Le mode de révision constitutionnelle de la Suisse est, je pense, bien préférable à celui du Canada ou des États-Unis. Parce que c'est pas facile de faire une révision constitutionnelle, mais c'est pas non plus bloqué automatiquement par juste un des groupes, un des gouvernements dont on a besoin du consentement. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être imitées dans le régime politique de la Suisse, mais le régime dans son ensemble, je crois qu'il est inimitable. Peut-être, malheureusement. Il y a d'autres pays dans le monde pour qui ça serait bien d'être gouverné de cette façon-là, mais il fallait commencer au XIIIe siècle avec des cantons dans les Alpes qui font des ententes entre eux. Enfin, je crois qu'on ne peut pas improviser un système politique comme celui-là. Il est important de savoir que ça existe, pas que la dualité présidentielle-parlementaire n'est pas la seule façon de faire fonctionner une démocratie, et qu'une démocratie qui fonctionne non pas avec l'idée que la majorité a tous les droits, mais une démocratie qui fonctionne avec l'idée que le Parlement, les lois, le gouvernement doivent s'efforcer de prendre des décisions qui font le moins possible de mécontents dans la population. Que ça, c'est un très bon principe dans une démocratie. C'est ce qu'il faut retenir de l'existence du régime politique de la Suisse. J'ai un deuxième sujet dont je veux parler un tout petit peu dans cette leçon. Je vais revenir sur le régime parlementaire qui peut lui aussi être un mode de gouvernement collégial, même si malheureusement, je crois, les régimes parlementaires d'aujourd'hui le sont de moins en moins. Nous verrons pourquoi dans une leçon ultérieure. Au XIXe siècle, on a cru que les régimes parlementaires ne sont possibles que là, s'il y a un roi. Et un certain nombre de gens au Canada continuent à penser ça, je crois. Lorsqu'il était question de l'indépendance du Québec, je me souviens d'avoir parlé avec beaucoup d'indépendantistes québécois, soit étudiants, soit même professeurs de sciences politiques, qui me disaient si on devient indépendant, on devient une république. Si on devient une république, on devient régime présidentiel, parce qu'une république, c'est un régime présidentiel. Que le régime parlementaire, c'est seulement si on a un roi. Alors, il est vrai
que le régime parlementaire a été inventé dans des monarchies et que c'était le moyen de garder le roi, la reine, dans le cas de l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, en le privant de pouvoir politique, mais en le gardant comme chef d'État, et que c'est la spécificité du régime parlementaire, pas d'avoir un chef d'État qui est en haut de la hiérarchie, mais qui a très peu de pouvoir de décision, et d'avoir quelqu'un qui est en dessous, qui est apparemment plus modeste, qu'on appelle un Premier ministre en Grande-Bretagne ou au Canada, auquel on va donner des noms différents dans d'autres pays, et qui est le vrai chef du gouvernement. Et pendant longtemps, on a cru qu'il fallait être une monarchie. Et lorsque les Français font une république en 1848, ils font un régime présidentiel. Ça leur semble évident qu'ils ont un régime parlementaire sous le roi Louis-Philippe. Ils décident de faire une république, donc un régime parlementaire. Les Français qui ont inventé beaucoup de choses. Enfin, ils ont inventé l'armée de citoyens moderne, ils ont inventé l'administration centralisée avec des préfets, ils ont inventé beaucoup de choses typiques de la modernité politique. Mais ce qu'ils n'ont pas inventé, c'est un système d'institution centrale. Ils vont faire de la monarchie copiée de l'Angleterre après 1815, ils vont faire de la République copiée des États-Unis après 1848, ils n'ont pas inventé un système central, ils vont inventer par accident, sans le faire exprès, ils vont découvrir qu'on peut faire un régime parlementaire dans une république. Et ils découvrent ça entre 1870 et 1875. Alors, il y a eu un régime impérial de Napoléon III, pas le prince président qui se fait couronner empereur, qui fait fonctionner les institutions d'une façon beaucoup moins libérale, beaucoup plus autoritaire que sous la République de 1848 à 1852. En 1870, il fait la guerre. Il déclare la guerre à la Prusse pour des raisons stupides. L'armée perd très rapidement et il abdique. Et des républicains à Paris proclament la République le 4 septembre 1870. Si vous allez vous promener à Paris sur la rive droite, là, du côté de l'ancienne Bibliothèque nationale, vous avez une rue du 4 septembre. C'est le 4 septembre 1870, la proclamation de la République. Ce gouvernement provisoire républicain qui est en situation très difficile parce que la guerre continue, une partie du territoire est occupée par l'armée qui est en train de devenir l'armée allemande, pas seulement l'armée prussienne, c'est aussi les soldats des autres États allemands, et l'Empire allemand, l'unification de l'Allemagne va être proclamée en 1871. Et au début de 1871, le 8 février, des élections ont lieu pour une assemblée. Et ces élections donnent une majorité de royalistes. Les milieux conservateurs sont royalistes. La République, en 1848, c'était bien beau, mais ça a tourné mal. La République conduit à l'Empire conduit à la guerre conduit à la défaite. On a eu 2 fois ce scénario-là, une première fois avec la Révolution, Bonaparte, Napoléon Ier, Waterloo. La deuxième fois avec Napoléon III, beaucoup moins de guerre quand même, mais une défaite quand même, très grave, en 1871. Donc, les élections de février 1871, beaucoup de milieux conservateurs, la France est encore très largement une société à majorité rurale, le suffrage est universel pour les hommes, il était vidé de son pouvoir sous le régime de Napoléon III, mais il continuait à exister. Cette assemblée élit un président de la République provisoire, un homme politique qui a joué un rôle très important depuis plusieurs dizaines d'années, un dénommé Thiers, et en
1873, Thiers va se disputer avec les autres politiciens, va démissionner et va être remplacé par un militaire, MacMahon, qui devient président de la République en 1873. Cette nouvelle République n'adopte pas une constitution en bonne et due forme avec un préambule, des articles qui prévoient tout, etc. Elle adopte seulement des lois, 2 lois constitutionnelles principales en février et en juillet 1875. Et ces lois constitutionnelles créent un régime parlementaire. Un régime parlementaire avec un président de la République qui est élu pour 7 ans. Il est élu par la Chambre des députés et le Sénat. Il y a eu un Sénat qui a été créé aussi par une des lois constitutionnelles de 1875. Le Sénat, ce n'est pas la Chambre des pairs de la monarchie entre 1815 et 1848, où les pairs étaient nommés par le roi. Le Sénat a des membres qui sont élus, mais qui sont élus de façon indirecte. C'est-à-dire, ils sont élus par les maires des villages, les conseillers municipaux et les maires dans les villes, les conseillers généraux, qui sont des élus des assemblées dans les départements. Donc, les sénateurs sont élus, mais ne sont pas élus par toute la population. Ils sont élus par des gens qui sont eux-mêmes élus par la population. C'est une élection à 2 degrés. Et pour élire le président de la République, la Chambre des députés est élue par l'ensemble de la population, suffrage direct, et le Sénat se réunissent ensemble et élisent un président de la République qui a sur le papier des pouvoirs importants. Il signe les lois quand elles ont été adoptées par le Parlement. Il nomme les hauts fonctionnaires à toute une série de fonctions. Il nomme le président du Conseil, qui est le chef du gouvernement, le premier des ministres. On ne dit pas Premier ministre en France, on dit président du Conseil. Donc la France se retrouve avec 2 présidents, un président de la République et un président du Conseil, mais ce n'est pas un régime présidentiel, c'est un régime parlementaire. Le fait qu'il y ait un président, ça ne transforme pas le régime en régime présidentiel. Donc ce président de la République, il a des pouvoirs très importants, mais qui sont formulés d'une façon telle qu'il ne les exerce pas vraiment. Il les exerce sur recommandation de ses ministres ou du président du Conseil, qui est le premier des ministres. Pourquoi font-ils ces règles bizarres, qui semblent très bizarres à l'époque? Pourquoi? Parce que c'est une assemblée de royalistes qui adopte ces lois. Et ces royalistes, ils ne peuvent pas mettre un roi sur le trône parce que les royalistes sont divisés en 2 tendances. Il y a ceux qu'on appelle les légitimistes qui veulent mettre sur le trône un fils de Charles X. Charles X, c'est le roi qui a été renversé en 1830. Et puis il y en a d'autres qui pensent que Louis-Philippe c'était mieux que Charles X, qui pensent que le fils aîné de Louis-Philippe est un type mieux que le seul fils de Charles X, et que donc ça serait mieux d'avoir un roi Orléans. Et puis il y a ceux qui de la famille d'Orléans, puisque Louis-Philippe Ier était de la branche Orléans, parmi les cousins de la famille royale. Donc il y a des royalistes, mais ils ne se mettent pas d'accord sur quel roi. Donc on est obligé d'attendre. En fait, on attend que le fils de Charles X, qui est vieux, en mauvaise santé, on attend qu'il meure pour qu'il n'y ait plus qu'un candidat et qu'on puisse mettre un roi sur le trône. Donc on fait des institutions qui sont faites pour un roi qu'on espère mettre sur le trône, et donc on fait un régime parlementaire, puisque c'est la façon de faire un régime semi-démocratique, ou déjà très démocratique. On peut employer le mot en 1871 ou en 1875. On a déjà le suffrage universel pour les hommes. On pense que l'absence de droit de vote des femmes, c'est pas grave, que le vrai peuple, c'est les hommes. Et donc, on prépare un régime qui serait une démocratie avec un roi. Et on a ce poste de président de la République en attendant d'avoir un roi.
En 1879, il y a eu de nouvelles élections pour la Chambre des députés. Ces nouvelles élections ont donné beaucoup moins de royalistes dans l'Assemblée. Donc les républicains sont maintenant capables de contrôler la situation à l'Assemblée. Puis les royalistes, ils sont toujours divisés, ils sont toujours découragés par leurs problèmes de succession. Et donc, il y a de nouvelles élections en 1876, et en 1879, MacMahon, ce président de la République, imagine tout d'un coup que les pouvoirs qu'il a sur le papier et qu'il ne doit exercer que sur recommandation de ses ministres, qu'il peut les exercer vraiment. Et il entre en conflit avec l'Assemblée, et l'Assemblée l'oblige à démissionner. Et après la démission de MacMahon en 1879, les républicains décident qu'on va continuer à fonctionner comme ça, mais avec un président de la République qui ne se mêle pas de gouverner le pays. C'est un dénommé Jules Grévy, qui est élu président de la République en janvier 1879. Les principaux dirigeants des républicains se gardent bien de se faire élire comme président de la République. Parce que le but, c'est d'avoir un président de la République qui ne gouverne pas. Un président de la République qui se comporte comme un roi constitutionnel. Et à partir de ce moment-là, la Troisième République, qui va durer, nous le savons, jusqu'en 1940, la Troisième République fonctionne comme un régime parlementaire. Un président de la République qui est faible, par usage, parce qu'en faisant démissionner MacMahon, on a fait comprendre à ses successeurs que ce n'est pas eux qui gouvernent, ils sont là pour présider l'État, pour signer les projets de loi quand ils sont votés par l'Assemblée, pour authentifier les choses, pour assurer la continuité des institutions. Beaucoup de gens au Canada se disent « gouverneur général, à quoi ça sert? Il faut se débarrasser de ce truc-là. » Beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui ont cette structure bicéphale avec un président de l'État qui ne gouverne pas et un chef de gouvernement qui gouverne. C'est le cas en France sous la Troisième et sous la Quatrième République. Ça va changer après 1958 et je pense que c'était pas une bonne idée, mais je reviendrai plus tard là-dessus. J'expliquerai pourquoi. Aujourd'hui, les Français ont un président de la République et un Premier ministre, et c'est le président de la République qui décide tout, et le Premier ministre qui ne sert presque plus à rien. Mais sous la Troisième et sous la Quatrième République, le vrai chef du gouvernement, le vrai décideur, c'était le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, et non pas le chef de l'État. Cette distinction entre chef de l'État et chef du gouvernement, elle est essentielle. Il faut le dire à tous les journalistes de Radio-Canada qui passent leur temps à parler de Justin Trudeau en disant qu'il est chef d'État du Canada. Il est évidemment chef du gouvernement et non pas chef de l'État. Le chef de l'État, c'est la reine au Canada. Et effectivement, elle ne décide rien du tout. Et c'est un système qui a de gros avantages. C'est-à-dire que le protocole, c'est pour le président de la République. Ça dispense le président du Conseil, qui a beaucoup plus de travail sérieux à faire. Ça le dispense d'un certain nombre de corvées protocolaires. Le président de la République en France, il va servir aussi à assurer la continuité du système, parce que la France va avoir de nombreux partis politiques, donc des gouvernements de coalition qui sont renversés tout le temps. La situation de président du Conseil est une situation qui est assez instable, et le président de la République préside les conseils des ministres. C'est pas lui le chef du gouvernement, mais c'est lui qui préside la réunion, pas qui donne les ordres de parole, etc. Et le fait que le président de la République, il est là pendant 7 ans, et qu'il est très utile parce que très souvent, lorsqu'il a un nouveau gouvernement dont il préside la réunion, il peut
intervenir en disant « Je vous rappelle, chers collègues, que vos prédécesseurs, il y a 3 mois, ont décidé telle ou telle chose qui était différente. » Il assure un peu la continuité du système. Le pouvoir de décision, il est celui des ministres collégialement et du premier des ministres, qu'on appelle le président du Conseil. C'est lui qui est responsable devant l'Assemblée, c'est lui qui peut être renversé facilement. Et je crois qu'il y a une sagesse très très grande de cette institution par rapport certainement au système présidentiel américain et peut-être même par rapport au système suisse. C'est difficile de faire démissionner les gens du Conseil fédéral en Suisse. C'est facile de faire démissionner un chef de gouvernement dans un régime parlementaire. Et la logique de cela, qu'on va découvrir après coup, mais qui est, je pense, excellente, c'est que le décideur le plus important dans un régime politique est celui qui doit être contrôlé le plus soigneusement. Et c'est pas la population qui peut surveiller le type. Il faut que ce soit un petit groupe de gens. Un président du Conseil, il est surveillé par les autres ministres. Dans la France, tant que la France était un régime de république parlementaire, et il est contrôlé par les autres ministres, qui ne sont pas tous du même parti que lui, et qui peuvent déclencher un scandale s'ils ne sont pas contents des décisions du chef du gouvernement. Donc, le gouvernement devient effectivement une structure collégiale, pas au même point que le Conseil fédéral suisse, mais quand même beaucoup plus que le gouvernement d'un président américain ou le gouvernement d'un Premier ministre canadien d'aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui est devenu de moins en moins collégial et de plus en plus l'instrument d'un homme qui est supposé être le détenteur de tous les pouvoirs. Donc le chef du gouvernement, celui qui prend les décisions les plus importantes, c'est lui qu'il faut surveiller le plus attentivement. Et ce système parlementaire permet de le contrôler beaucoup mieux qu'un système présidentiel. Ensuite, il faut pouvoir le changer facilement. Avoir un président des États-Unis qui pose un très gros problème, comme le président Nixon au début des années 1970, ou comme le président Trump récemment. Obliger un président à démissionner, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a une procédure dite d'impeachment aux États-Unis qui est très compliquée à faire fonctionner et qui en fait n'a jamais... Bon, il y en a une qui a obligé Nixon à démissionner, mais parce qu'il savait qu'il allait être objet de cette procédure. Et il a démissionné à l'avance, ce qui était prudent de sa part. C'est très difficile de changer un président des États-Unis en cours de mandat quand il cesse d'être compétent, quand il cesse d'être acceptable, alors que obliger un Premier ministre à démissionner parce qu'il n'est vraiment plus l'affaire, c'est pas très difficile, et puis on peut le remplacer. Pas besoin de faire il n'y a pas un vice-président imposé. On n'est pas obligé de faire une élection dans toute la population pour remplacer un président. On le remplace par un autre homme politique qui a une majorité dans l'Assemblée. Il y a dans le régime parlementaire une possibilité de contrôle des décideurs par les assemblées et de flexibilité d'adaptation, de modification, de remplacement d'un décideur politique qui ne fait pas l'affaire. Tout ça est beaucoup plus facile ou moins difficile dans un régime parlementaire que dans un régime présidentiel. Et c'est les Français qui ont inventé ça. Alors, ça va être imité dans beaucoup d'autres régimes ensuite. Il y a aujourd'hui dans le monde des régimes parlementaires républicains en Allemagne, où il y a un chef d'État qui ne gouverne pas, et une chancelière qui est chef du gouvernement et qui gouverne. Il y a ce type de régime politique en Italie, au Portugal, en Inde. La structure politique qui consiste à avoir 2 têtes de l'exécutif, celle qui est en haut, le chef d'État,
celui qui est entouré du maximum d'honneur, du maximum de protocole, qui lui est là pour une durée fixe, qui est très difficile à faire démissionner ou à remplacer, mais qui ne décide pas les choses. Et puis un chef de gouvernement, qui porte des noms différents selon les pays, c'est, je crois, une structure extrêmement sage, hein, que le chef d'État qui ne décide rien n'est pas du tout inutile. Il rend beaucoup moins dangereux le chef du gouvernement, celui qui décide des choses. Ça rend plus facile de le contrôler, ça rend plus facile de le remplacer quand il ne fait plus l'affaire. Et ce rôle de chef d'État protocolaire, c'est ça son utilité. C'est de rendre inoffensif ou moins dangereux le principal chef de gouvernement. Et les régimes politiques dans lesquels le chef d'État est en même temps chef de gouvernement, dans lequel le chef d'État est le principal décideur du système, évidemment, dans une démocratie, c'est une situation qui est plus dangereuse. Et donc le régime parlementaire républicain, inventé par les Français entre 1875 et 1879, sans faire exprès, du fait des circonstances politiques, c'est une invention extrêmement utile pour l'avenir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.